le choix entre l'entreprise individuelle et la SASU, l'entreprise individuelle, enregistrée avec les créatrices du CIDF de Montpellier. Comme je disais, la micro-entreprise, c'est une entreprise individuelle et donc la responsabilité en tant que personne physique qui était aussi lourde avant, donc maintenant, depuis donc février 2022, la séparation des patrimoines s'effectue automatiquement sans nécessité de démarche administrative, c'est-à-dire donc que vous allez être responsable uniquement sur votre patrimoine professionnel. Avant, une entreprise individuelle qui faisait faillite, on lui prenait tout. Les créanciers pouvaient tout lui prendre. En tant qu'entreprise individuelle, on peut respirer au niveau de la responsabilité. Alors, la comptabilité, là, en fait, justement, ça va changer. Puisqu'en micro-entreprise, on était au forfait. Donc, il y avait juste à ranger ses factures de vente. Là, si on a un contrôle en tant que micro-entreprise, on va juste vous demander vos factures de vente et votre relevé de banque. Il faut que les factures de vente soient évidemment sur le relevé de banque lorsque vous avez été payé. Mais en entreprise individuelle, on va être au réel. Et quand on est au réel, là, on va faire un compte de résultat. C'est là qu'on commence à faire une petite comptabilité, puisqu'on va mettre d'un côté les dépenses, de l'autre côté les recettes, et on va faire la différence entre les dépenses et les recettes, et on va faire le résultat. Et c'est sur ce résultat que l'on va être imposé, et c'est sur ce résultat que l'on va payer les cotisations sociales. Là, ça change tout. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, les micro-entreprises, bon, c'est vrai, c'est pratique, c'est simple, mais si on a beaucoup de dépenses, ben, il faut se rappeler quand même qu'on paye entre 20 et 23% sur le chiffre d'affaires, alors que là, on va donc payer uniquement sur le résultat, c'est-à-dire sur le bénéfice. Je fais la différence entre la comptabilité d'engagement et la comptabilité de trésorerie, puisqu'on a parlé tout à l'heure de BIC et de BNC, donc de prestations de services et de profession libérale. Quand on est en profession libérale, on peut faire une comptabilité de trésorerie. Alors, ce que l'on appelle la comptabilité de trésorerie, eh bien, en fait, on va prendre notre relevé de compte, notre relevé de banque, et on va comptabiliser uniquement ce qui est sur le relevé de banque, c'est-à-dire ce qui a été dépensé, ce qui a été encaissé et ce qui a été décaissé. En fait, c'est ce qu'on appelle la comptabilité de trésorerie. Alors que quand on est en BIC, eh bien, on nous demande de faire une comptabilité d'engagement. Ça veut dire que lorsque vous recevez des factures d'achat, des factures de fournisseurs, eh bien, en engagement, vous êtes obligé de comptabiliser vos factures de fournisseurs. La comptabilité d'engagement, c'est que justement dans un bilan, eh bien, on va avoir des créances et des dettes. C'est-à-dire que d'un côté, dans mon bilan en engagement, eh bien, je vais comptabiliser toutes les factures clients que j'ai faites, mais qui n'ont pas été encore payées, OK? Mais elles vont être dans un compte. Elles vont être dans un compte du bilan. Alors qu'en comptabilité de trésorerie, eh bien, je n'aurai pas ce compte-là. Parce qu'ils ne m'ont pas payé, j'en parle pas. C'est ça la différence. On a parlé de la comptabilité, ça veut dire qu'est-ce que l'on met dans les comptes, tout ça, blablabla. Là maintenant, c'est justement qu'est-ce qu'on paye. C'est le social. Là, en fait, ce que l'on paye, j'allais dire le pire, le plus gros que l'on paye, c'est le social, c'est l'URSSAF. D'accord? Parce que, en fait, bon, avant, justement, quand on était en travailleur non salarié, donc en entreprise individuelle, en fait, eh bien, même si on n'avait pas de chiffre d'affaires, il fallait quand même payer le forfait de l'URSSAF. C'était ce qu'on appelait le RSI. Le RSI, et vous tombez dessus juste parce que vous vous êtes inscrit
En entreprise individuelle, 3 mois après, il faut payer tant parce que, eh bien, c'est comme ça. Même si vous n'avez pas de chiffre d'affaires. Et c'est pour ça qu'ils ont créé la micro-entreprise, OK? Donc ça fait déjà un peu de souffle. Et maintenant, même donc dans l'entreprise individuelle, donc qui est au réel, il y a la possibilité, en fait, je remets mes lunettes et mettez bien vos lunettes pour lire tout ça là, parce que c'est vraiment... En fait, il faut savoir qu'en entreprise individuelle, quand on est au réel, en comptabilité au réel, on va parler de résultat. Le revenu, c'est le résultat, c'est le bénéfice. Donc, c'est recettes moins dépenses. Ça, c'est le résultat. Alors qu'en micro-entreprise, on ne parle que des recettes. Là, justement, on a des frais. Et puis, on compte ces frais. Bon. Alors, avant, en fait, il y avait, disons que avant, on ne vous demandait pas votre avis, on ne vous demandait pas si vous aviez eu beaucoup de chiffre d'affaires ou pas, ou si vous aviez eu beaucoup de bénéfices ou pas. De toute façon, il fallait payer. En fait, maintenant, grâce aussi à Internet, il y a la possibilité d'aller sur son espace de l'URSSAF et d'avoir, pareil, une discussion avec l'URSSAF et de dire à l'URSSAF, bon ben voilà, j'ai pas fait beaucoup de chiffres d'affaires là, je suis plutôt en perte là. Et donc, à ce moment-là, vous leur bon, ce sont des chiffres, hein, d'accord? Vous allez donc faire un mini compte de résultats, leur dire, bon ben voilà mes recettes, voilà mes dépenses, et donc à ce moment-là, ils vont baisser votre forfait. Parce que la première année, on est obligé de payer sur un forfait parce qu'on ne sait pas ce que l'on va gagner. Donc, ils estiment, estimation du bénéfice. En fait, ici, là, en fait, voilà. Estimation du bénéfice, ça va être le forfait, ça va être le PASS, le plafond annuel de la sécurité sociale. Alors, le PASS, en fait, c'est donc 47 100. En 2025, ça va être 47 100. C'est le plafond annuel de la sécurité sociale. Si je gagne 47 100, je suis dans le plafond annuel de la sécurité sociale. Et en fait, on va prendre mes charges sociales, on va prendre 45% de 47 100. Mais si je fais non 20 000, eh bien, ça serait quand même dommage que je paye 45% de 47 100. On est d'accord. Et c'est ce qui se passait avant. C'est pour ça que on entendait tout le temps parler du RSI, que ça étranglait les entrepreneurs, etc., etc. Donc là, ils ont fait la possibilité d'estimer le bénéfice, de réévaluer on appelle ça réévaluation des cotisations. Si vous payez de l'URSSAF, si vous avez un espace URSSAF en tant qu'entreprise individuelle, en tant que travailleur non salarié, il y a un petit encart, il y a un moment où il y a marqué réévaluation des cotisations. Donc, on clique là-dedans et c'est là qu'on va leur dire, bon, ben voilà ce que j'ai fait ces 3 derniers mois là. Donc, je ne peux pas payer autant. Il y a la possibilité de réévaluer les cotisations. Et en plus, donc, ils ont fait la loi MUPA, pouvoir d'achat. Je ne me rappelle plus ce que c'est le M et le U. Non, je n'ai pas marqué. Bon. Donc, en 2022, ils ont fait la loi MUPA pour que, en fait, si si on gagne moins que le SMIC, eh bien, on ne paye rien au niveau de la sécurité sociale et des allocations familiales. Ce sont les plus gros postes, en fait, la sécurité sociale et les allocations familiales. Et en dessous, donc, du SMIC, on ne paye rien. Maintenant, en fait, il faut savoir qu'on va quand même payer la retraite. Mais ça va être minime. Donc, il y a quand même un allègement et c'est pour ça que maintenant, eh bien, quand on est en entreprise individuelle, on souffle, on respire.
Alors qu'avant, je disais attention, que ton travailleur non salarié, c'était réellement très, très, très dangereux parce que il vous prenait les 3 premières années, il vous prenait, parce que la première année, il vous prenait 45% de 47 000 et quelques, en fait, donc du pass. La deuxième année, eh ben, en fait, il y avait des régules. Si jamais, par contre, vous aviez gagné 60 000 la première année, superbe année, 60 000, mais vous n'avez payé que sur 47 000. Et donc, la deuxième année, ah, mais vous avez gagné tout ça, blanc. Et là, en fait, il vous demande de réguler. Il vous demande des régulations. Donc, non seulement vous payez pour la deuxième année, mais en plus, vous payez pour l'année d'avant. En fait, c'était pas possible, quoi. En fait, c'était vraiment très compliqué. Alors que maintenant, en fait, on peut donc aller sur son espace et dire, bon, voilà. Donc, c'est pour ça que maintenant, l'entreprise individuelle, ça peut être intéressant. Alors, la fiscalité, là, on a vu le social, hein, d'accord? On a vu la comptabilité, le social, et là, on voit la fiscalité, donc la TVA. Alors, en entreprise individuelle, si on ne demande rien, on va être assujetti à la TVA. Mais on peut demander à être en franchise de base. C'est-à-dire que lorsque on s'inscrit à l'INPI, avec l'INPI, eh bien, on peut cocher la case franchise de base. Et donc, à ce moment-là, tant qu'on n'est pas dans les seuils, donc vente 101 000 et services 39 100, eh bien, donc, on n'a pas besoin donc de s'embêter avec la TVA. Maintenant, la TVA, il faut savoir que c'est bien aussi parce que il y a de la TVA déductible, hein, bon. Mais bon, en fait, c'est vrai que c'est un calcul en plus, ça fait de la comptabilité en plus, hein, de la TVA. Donc, il faut se rappeler qu'on peut être en franchise de base, donc en entreprise individuelle, comme dans toutes les sociétés. Quand on crée une entreprise individuelle ou en société, on peut demander la franchise de base. Alors, donc, l'entreprise individuelle, c'est toujours une personne physique. OK? On se rappelle de ça. On va payer sur le revenu. Donc, on va calculer l'impôt sur le revenu sur le bénéfice. Ça va bien être le bénéfice, c'est-à-dire les dépenses moins les recettes moins les dépenses. Donc, ce résultat-là, c'est notre revenu. Et donc, euh, l'impôt va être calculé sur notre revenu, qui va être automatiquement dans l'assiette fiscale. Là, il n'y a pas de prélèvement libératoire pour, euh, pour l'impôt sur le revenu en entreprise individuelle. Alors, pour France Travail, pareil, hein, il y a un complément Pôle emploi avec leurs calculs très savants. Et pareil, la formation continue, bon, ben, c'est pareil. C'est-à-dire que du moment que l'on a payé quelque chose à l'URSSAF, on a automatiquement payé donc de la formation continue. Donc, on peut avoir quelque chose comme là, en fait, pour la micro-entreprise, je sais que c'est aux alentours de 1 000 euros. En entreprise individuelle, bon, ben là, ça va dépendre de locaux que l'on a. En fait, bon, ça peut être beaucoup plus. Alors, voilà, ça devient intéressant. Les frais que l'on peut prendre en charge dans l'entreprise. Puisque, en fait, on va payer sur le résultat. Donc, si on a beaucoup de frais, si on a beaucoup de dépenses, eh bien, on va avoir moins de résultats. On est d'accord, hein? Alors, qu'est-ce que l'on peut mettre donc dans les frais pris en charge par l'entreprise? Donc, les indemnités kilométriques. On peut mettre des restaurants. On peut aller au restaurant et puis se faire payer par son entreprise. Si on a son bureau au domicile, on peut aller jusqu'à 45% du loyer, de l'EDF, de l'Internet, du téléphone. Et si j'étais propriétaire, bon, eh bien, je peux faire un loyer à mon entreprise.
Il faut quand même rester cohérent, il faut rester dans une certaine limite. Bon, à 45% du loyer, bon, ben, en fait, si on est propriétaire, on se dit, bon, ben, combien je pourrais louer cet Mm. appartement. Bon, voilà. En fait, il faut pas exagérer là-dedans, mais il faut savoir qu'on peut le faire. C'est tout à fait possible. Les vêtements aussi. Parce que en tant qu'entrepreneur, eh bien, il faut qu'on aille voir des clients, il faut qu'on a droit à Ouais. 700 euros par an de vêtements, de coiffure, bon. Et même bien-être, hein. Votre abonnement de sport, vous pouvez le mettre dans les frais pris en charge Ah dans. ouais. Alors là, c'est pareil, hein, vous n'allez pas exagérer, quoi. Mm. Bon, si jamais il y a un contrôle et que, bon, bah, en fait, on voit que ce sont des frais qui explosent, bon, bah, on va vous dire, oh, attention, il faut être cohérent. Mais on a le droit, oui, bien sûr, de mettre donc du coaching. En fait, bon, bah, si on fait du coaching de temps en temps, on peut le faire payer par son entreprise. Et même son ménage, et même son garde d'enfants, et même son jardinage. Tout ce que l'on appelle le CESU. Donc, tout ça, on peut aussi le faire passer dans l'entreprise avec le crédit impôt famille. Ça, c'est un peu compliqué, mais ça vaut le coup de le faire, hein. Et donc, il ne faut pas que dans l'année, que ça dépasse 1 830 euros. C'est 1 830 euros, donc je les divise par 4 puisque je peux avoir 25% de 1 830 euros en crédit d'impôt. C'est-à-dire Mhm. si je dois payer 500 euros d'impôt, donc eh ben, j'ai 457 euros de crédit d'impôt. Le crédit d'impôt, ça veut dire que ça enlève mon impôt. Ça se déduit de mon impôt. C'est du crédit d'impôt. Et en fait, si je suis en perte, bon, ben, en fait, il faut savoir que ça peut être donc l'année prochaine, je pourrais de nouveau avoir mon crédit d'impôt puisque j'étais en perte. Ce sont les frais pris en charge dans l'entreprise. Alors là, on a vu réellement de long en large toute l'entreprise individuelle, que ce soit en micro-entreprise ou en entreprise individuelle au réel. Le choix entre l'entreprise individuelle et la SASU, l'entreprise individuelle, enregistrée avec les créatrices du CIDF de Montpellier.